La virtuosité des gymnastes constitue un spectacle fascinant. Dans cette discipline olympique, où la compétition est particulièrement vive, ce qui compte, c'est la grâce, l'assurance et la perfection du mouvement. Mais il y a quelque chose d'autre qui permet à ces gymnastes de réaliser de telles prouesses. C'est une sensibilité particulière qui informe notre système nerveux sur l'état de nos muscles, sur les positions de notre corps et sur nos mouvements. Un sixième sens, en quelque sorte, que nous possédons tous, mais dont nous ignorons généralement l'existence, tant il assume son rôle de façon silencieuse et exerce ses effets d'une manière inconsciente. On le désigne du nom de proprioception. La proprioception, c'est un type d'information qui reste inconscient en quelque sorte. Nous n'avons pas à songer à contracter notre biceps, etc. pour faire un mouvement. Ça va tout seul. Nous allons vers l'objet, nous le saisissons et les choses s'accomplissent sans que nous ayons à songer à tout cela. Et c'est la proprioception qui réalise finalement ce travail. L'extraordinaire précision de ces mouvements n'est possible que parce qu'à tout moment et à notre insu, notre cerveau reçoit un flot continu de messages en provenance de ces milliers de petits capteurs distribués dans nos muscles, nos articulations, nos tendons et même dans notre oreille interne, et qui l'informent en permanence sur la situation de notre corps dans l'espace et sur la bonne exécution de nos mouvements. En même temps, notre cerveau envoie aux 600 muscles de notre corps des milliers de commandes précises qui s'expriment dans la symphonie de mouvements coordonnés qui se déroulent sous nos yeux. Lorsque la proprioception est perturbée à la suite d'une maladie, d'un accident ou même du fait de l'altération de la capacité de ces petits capteurs d'information avec l'âge, c'est le contrôle de nos mouvements, de notre équilibre, de notre marche qui s'en trouve affecté de la même manière que nous affecte, dans un autre domaine, la baisse de nos capacités auditives ou celle de notre vue. Sans doute peut-on, dans ces derniers cas, tenter d'y remédier par des prothèses auditives ou le port de lunettes, mais c'est bien souvent tout simplement la canne qui, dans le déficit proprioceptif, va nous aider à soutenir notre corps ou à maintenir notre équilibre. Mais allons plus loin. Si nous réalisons facilement ce que peut représenter la perte totale d'une sensibilité particulière, comme celle qui affecte les sourds ou les aveugles par exemple, il nous est par contre très difficile d'imaginer ce que pourrait être l'état d'une personne qui serait totalement dépourvue de ce sixième sens que représente la proprioception. Nous ne possédons même pas de nom pour désigner un tel état qui pourrait être assimilé à une cécité ou à une surdité proprioceptive, dans laquelle le cerveau aurait perdu le regard intérieur qu'il pouvait porter sur son propre corps ou qui serait devenu sourd aux messages que lui envoyaient ses propriocepteurs. C'est précisément ce qui affecte Ginette. Un beau matin, elle s'est réveillée sans pouvoir se lever. Au début, je pense que ça n'a comme pas été facile parce que mon gars avait 16 mois quand c'est arrivé. Et en tout, j'ai été hospitalisée 1 an, dont 8 mois à l'Institut de réadaptation. Donc, quand je suis revenue, il était rendu à 2 ans et quelques mois. C'était à l'âge où il était pas mal agité, naturellement. Mais au début, j'essayais de le prendre, effectivement. Puis, quand il me disait « Maman, tu me fais mal ou tu me serres trop fort », ça m'a fait réaliser là, que je ne pouvais pas tout à fait contrôler la force. Ginette a aujourd'hui 46 ans. Elle est mariée et mère d'un garçon de 15 ans. Or, voici plus de 15 ans maintenant qu'elle mène, dans sa chaise roulante, la vie des handicapés. Et pourtant, elle n'est pas paralysée. Son système moteur est intact. Son cerveau est également intact et elle garde sur le monde qui l'entoure, grandes ouvertes, les fenêtres de ses yeux, de ses oreilles, de son odorat. Pourtant, elle ne sent plus son corps et ne sait plus où se trouvent ses bras et ses jambes dès qu'elle ne les voit plus. Alors je vais prendre votre bras droit et le mettre dans une certaine position. Vous allez essayer de prendre la même position du bras gauche. Allez-y. Elle n'a plus d'informations sur ce qu'elle touche et son corps ne lui dit rien d'autre que si c'est chaud ou froid ou encore si cela fait mal. Ok, ferme tes yeux. Son équilibre est d'ailleurs si précaire que, même avec le secours de la vue, elle ne peut se risquer à marcher seule.
Ginette a une claire analyse de son déficit dont elle n'ignore pas qu'il est aujourd'hui quasi définitif et sans espoir de récupération. La personne aveugle va plutôt se servir de son toucher pour voir, façon de dire, tandis que moi, ben, je vais voir pour sentir. Ça peut avoir l'air bizarre à dire, mais je sens vraiment avec mes yeux. C'est le docteur Yves Lamarre, neurologue, qui a découvert que seul son sens proprioceptif était touché. Sa motricité, sa capacité de faire des gestes est restée intacte. Son cerveau, sa moelle épinière sont parfaitement normaux. Donc, c'est une maladie des nerfs périphériques, qui est assez exceptionnelle et très rare. C'est que c'est à toute fin pratique uniquement les fibres sensitives qui sont atteintes. Donc, les fibres qui transportent les messages des récepteurs dans la peau, dans les muscles, qui transportent le message au cerveau. En fait, Ginette est atteinte de polyneuropathie, qui sont des maladies dégénératives des gaines de myéline. La myéline est une substance qui gaine les nerfs en assurant leur isolation électrique, comme dans les câbles de transmission du courant électrique. Lorsque la myéline dégénère, comme c'est le cas dans cette maladie, les messages nerveux, dont le support est également électrique, ne peuvent plus circuler et la communication entre le cerveau et les muscles est interrompue. Cette maladie est très rare et les personnes qui en sont atteintes présentent un intérêt exceptionnel pour la science. L'origine de cette affectation est encore mal connue, mais ses manifestations les plus fréquentes concernent le syndrome dit de Guillain-Barré, du nom des deux neurologues français l'ayant décrit pour la première fois. Le cas de Ginette représente des caractéristiques assez exceptionnelles. Elle fut atteinte d'un premier épisode de Guillain-Barré classique où ses fibres sensorielles et motrices avaient conjointement dégénéré puis normalement récupéré quelques mois plus tard, comme il est de règle dans cette maladie. Mais 4 ans plus tard, elle fut atteinte d'un nouvel épisode, totalement atypique cette fois, qui élimina très sélectivement et de manière irréversible les seules fibres sensorielles de plus gros diamètre en laissant totalement intact le contingent de ses fibres motrices. Comme on le voit sur cette figure, les sensibilités musculaires d'origine proprioceptive de Ginette sont totalement absentes jusqu'au niveau de la face en incluant la bouche. Il en est de même des sensibilités d'origine cutanée. Par contre, la sensibilité thermique est intacte du fait de la préservation des fibres de petit diamètre. La sensibilité à la douleur est également largement préservée puisque les messages empruntent également des fibres fines non touchées par la dégénérescence. On se trouve donc devant un tableau clinique d'une grande clarté, celui d'une véritable cécité proprioceptive et cutanée avec préservation des commandes motrices dans leur intégralité. De tels malades sont exceptionnels et il en existe peu dans le monde qui présentent, comme Ginette, une extension aussi massive de leur déficit. Ian est un malade britannique de Southampton que nous avons pu récemment étudier à l'Université Laval. Son tableau clinique présente de grandes similitudes avec celui de Ginette. Mais, contrairement à ces dernières, Ian dispose d'informations proprioceptives provenant des muscles de son cou, d'où le grand intérêt d'une comparaison de leurs performances dans une série d'expériences qui ont été conduites au laboratoire de performance humaine de l'Université Laval. Les récents progrès réalisés dans notre connaissance des mécanismes de contrôle de la motricité humaine suscitent actuellement un effort interdisciplinaire grandissant pour l'exploration de ce champ de recherche. Alors dans ce sens-là, et depuis de longues années déjà, notre laboratoire a collaboré avec le laboratoire de performance humaine ici à l'Université Laval, avec Chantal Barre, Michel Fleury et Normand Tisdale, et nous avons poursuivi toute une série de travaux sur ces problèmes, en particulier du rôle de la tête dans l'organisation des mouvements dans l'espace. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu à l'Université Laval, parce que je rencontre là
à la fois une équipe qui dispose des moyens techniques tout à fait intéressants pour aborder ces problèmes à un niveau complexe. D'autre part, c'est ici que nous avons eu ce cas remarquable du docteur Yves Lamarre et que mes contacts personnels avec le docteur Yves Lamarre ont facilité finalement l'accès à ce malade. Donc on réunit là, dans ce groupe, on peut dire les trois disciplines pour aborder des sujets qui nous intéressent. L'étude de patients désapparentés constitue un modèle de choix pour évaluer la contribution des informations kinesthésiques d'origine musculaire et cutanée en contrôle moteur. Nous devons nous diriger le mouvement dans un certain espace. Qu'est-ce que c'est que cet espace et comment évoluons-nous dans cet espace? Or, nous savons qu'il y a effectivement plusieurs manières de gérer notre motricité, soit dans un espace visuel, dans lequel nous voyons bouger et nous calibrons nos mouvements dans cet espace visuel, ou bien dans l'espace du corps lui-même. Si nous sommes dans l'obscurité, par exemple, nous ne pouvons nous référer qu'à notre espace du corps, mais nous sommes tout à fait capables de bouger dans ces conditions. Eh bien, Ginette plus. Ginette ne peut qu'utiliser son espace visuel et elle ne dispose plus de ce qu'on appelle un schéma corporel, qui est cette référence de la posture et de tout ce que nous donnent nos sensibilités musculaires pour construire un cadre de référence pour nos mouvements. Ça, elle ne l'a plus. Autrement dit, nous disons, nous, elle n'a plus de référentiel, que nous qualifions d'égocentrique, parce que c'est le corps qui sert de référence à cet espace-là. Et elle n'utilise qu'un référentiel visuel, que nous qualifions exocentrique. Et pour nous, c'est un problème tout à fait intéressant d'avoir quelqu'un qui, précisément, crée la coupure entre ces deux référentiels et n'en utilise qu'un. Ginette, tu regardes au centre? Tu es au centre, là? Avec ce test, les sujets normaux ne modifient presque pas leur performance avec ou sans référence externe. Chez Ginette, on constate que sa performance est comparable aux sujets normaux avec l'usage de la vue. Par contre, l'absence de vision de son bras la pénalise beaucoup. Elle s'améliore considérablement lorsqu'elle bénéficie d'un référentiel exocentrique. Dans une expérience comme celle-ci, le sujet doit positionner la flèche de sa poignée sur les cibles lumineuses qui s'allument successivement sur le panneau. On constate très rapidement que, contrairement au sujet contrôle, les patients désafférentés, en l'absence d'une vision du mouvement de leurs bras, réalisent des amplitudes de mouvement relativement précises et correspondant à l'écart entre les deux cibles. On assiste cependant à une dérive progressive de la précision de leur pointage par rapport aux positions physiques occupées par les cibles. Ginette a réalisé le même test. Les résultats nous montrent qu'avec la vision, Ginette réalise les mêmes performances que les sujets normaux. En absence de vision de son bras, elle commet des erreurs spatiales beaucoup plus importantes. Toutefois, l'erreur d'amplitude de Ginette et des sujets normaux, avec ou sans vision, est très comparable. Ce qui suggère que Ginette est capable de coder une amplitude, mais qu'elle perd en l'absence de vision de son bras son référentiel spatial. Alors je vous donne ce poids de référence. Un protocole emprunté de la psychophysique traditionnelle a été utilisé pour faire comparer des poids par les patients. Le poids de référence est de 100 grammes. Ici, un poids de 125 grammes a été correctement jugé plus lourd que le poids de référence. Ensuite, un poids de 95 grammes a été incorrectement jugé plus lourd que le poids de référence. Il est surprenant de constater que ces sujets, privés de sens musculaire, sont néanmoins capables d'évaluer avec une assez bonne approximation lequel entre deux poids est le plus lourd. Sans le secours de la vue, ils ne sont plus capables d'évaluer le poids de l'objet. Ceci pose le problème des indices qu'ils utilisent pour parvenir à une telle performance. Allez-y. Le
tracé au miroir a été abondamment utilisé par les psychologues pour étudier l'habilité de sujets normaux à résoudre le conflit visuo-proprioceptif qui résulte de l'inversion créée par un miroir. En effet, le miroir inverse la direction des lignes obliques et verticales dans le plan horizontal ainsi que la direction des mouvements requis pour tracer l'étoile. Lorsque Ginette a réalisé le tracé pour la première fois, elle a complété le parcours très rapidement et sans difficulté. C'était comme si elle exécutait un simple tracé sans embûche. Ginette a tracé l'étoile dans un temps qui n'est atteint par les sujets normaux qu'après plusieurs tentatives ardues. L'apprentissage moteur va nécessiter au départ tout un secours de la vue pour organiser les mouvements, les contrôler, etc. Et au fur et à mesure que l'apprentissage progresse, nous disons que ça passe dans l'automatisme. Mais l'automatisme, c'est le proprioceptif, justement. Et tous ces mouvements automatiques se construisent et on n'a plus besoin de la vue ensuite pour bouger. Nous nous basons essentiellement sur toutes nos habitudes motrices, nos automatismes inscrits. Ginette n'a plus ces automatismes. Donc, c'est ce qui fait qu'elle dit très bien qu'elle est obligée de penser tous ces mouvements. Elle ne peut, tout est contrôlé en quelque sorte et il n'y a plus rien qui puisse être déclenché automatiquement. Ginette, bien qu'elle peut se tenir debout, est incapable de maintenir son équilibre dans cette position. Même à l'aide d'une marchette, ses pas sont très précaires, incertains et lui demandent beaucoup d'attention. Observez le contraste avec la façon de marcher relativement assurée de Yann. Toutefois, sa base de support doit être plus large et il doit nécessairement contrôler visuellement ses pas. La marche lui demande énormément d'attention. Il y a deux différences fondamentales que nous cherchons à démêler. La première, c'est que Yann dispose de toute sa musculature nucale, alors que Ginette est insensibilisée jusqu'au-dessous du nez. Or, Ginette ne marche plus, lui il marche. Il peut marcher, il a une stratégie de marche tout à fait efficace. Et ça rejoint alors toutes nos préoccupations antérieures sur le rôle de la tête et de la musculature nucale dans l'organisation de la localisation de la tête dans l'espace. Et nous savons que quand nous bougeons, la tête se stabilise sur les repères du champ visuel et le corps tourne autour de la tête. Et finalement, c'est la tête qui est la grande stabilisatrice. Et c'est pourquoi nous pensons que Ginette ne tient pas son équilibre et ne peut pas marcher par déficit de ses capacités de balance et d'équilibre dans la dynamique de la marche. La portée de ces recherches apporte un éclairage à plusieurs niveaux. C'est tout d'abord une contribution au progrès de nos connaissances sur les mécanismes généraux de contrôle de la motricité qui peut être soulignée. La récente tenue à l'Université Laval d'un symposium réunissant les plus grands spécialistes mondiaux des problèmes de désafférentation témoigne de l'intérêt de la communauté scientifique internationale pour un développement de ces travaux. C'est aussi dans le domaine de l'activité physique et dans les applications au domaine de la performance sportive que l'on peut, à partir de l'observation de ces malades, jeter un nouveau regard sur la nature du dialogue qu'entretient le cerveau cognitif avec la machinerie sensorimotrice dans l'acquisition, l'entretien et la gestion des habiletés motrices à leur plus haut niveau d'exécution. Mais c'est surtout par leurs retombées prévisibles pour les grands secteurs de l'application à la médecine que ces études doivent être évaluées. C'est notamment pour notre compréhension des ressources supplitives utilisables par les kinésithérapeutes pour pallier les déficiences de la proprioception chez les handicapés que ces travaux sont le plus riches d'enseignements.
comportement de tels malades peut redonner espoir à tous ceux qui luttent contre le handicap. Il encourage aussi tous ceux qui ont vocation d'accroître nos connaissances scientifiques dans ces domaines où les limites de la machine biologique sont encore inconnues. Le niveau d'autonomie atteint par ces deux patients, après des années d'efforts et de persévérance, ressemble, en un sens, à l'exemple qu'ont donné aux autres hommes les pionniers de l'alpinisme, en gravissant des sommets considérés comme inaccessibles, en reculant les limites de l'impossible et en montrant l'existence, dans notre cerveau, de ressources adaptatives à l'ampleur encore insoupçonnée.